Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je n'aurai pas le temps de traiter en classe, c'est-à-dire la France et l'Europe dans le monde. Alors pour ce faire, je vais commencer par une première partie sur la France, et je vais m'appuyer sur un document que je vais vous donner, c'est-à-dire une carte mentale qui montre la place de la France dans le monde, avec une problématique, la France est-elle une puissance mondiale, et dans quelle mesure peut-on le dire ? Alors pour ça, on va s'interroger sur les différents facteurs de la puissance et on va voir qu'on peut le décomposer en 4 parties. Donc la puissance militaire, la puissance politique et diplomatique, la puissance économique et enfin le rayonnement et l'influence culturelle. Alors on va commencer par s'intéresser à la question de la puissance militaire. Alors voici un graphique qui nous montre les dépenses militaires par pays dans le monde en 2019. On voit donc le budget militaire des principaux pays qui ont une armée importante. Donc évidemment, on voit que c'est dominé par les États-Unis, suivi de la Chine, et si on cherche la France, on voit que la France se place donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang pour les dépenses militaires dans le monde, et c'est la 2e armée européenne derrière la Russie. C'est donc une puissance militaire importante. À cela, il faut ajouter la présence de l'armée française sur une vaste partie des continents. En effet, on voit sur cette carte que la France a des forces qui sont prépositionnées, ça veut dire des forces qui sont basées en permanence à travers le monde, et pour cela, elle peut s'appuyer sur ces territoires d'outre-mer. On voit, par ce petit signe là d'un rond avec les couleurs du drapeau français, les différents endroits où on peut trouver des bases françaises à travers le monde, et cela correspond aux Antilles françaises, à la Guyane, à la Polynésie, à Mayotte et la Réunion et à la Nouvelle-Calédonie. Donc les territoires d'outre-mer français permettent à la France d'être basée militairement sur l'ensemble des continents et océans, et ça lui donne une capacité d'intervention rapide. Par ailleurs, la France participe à des opérations militaires à travers le monde, soit seule, soit en collaboration avec l'ONU. Donc des opérations de lutte contre la piraterie, vous voyez ici en mer Rouge et en océan Indien, et également dans le Sahel, l'opération Barkhane, qui est une opération de lutte contre le terrorisme. Depuis 2012, sont déployés en Afrique environ 4500 militaires français répartis dans tout le Sahel pour lutter contre les groupes terroristes djihadistes, donc islamistes radicaux, qui s'en prennent aux populations et menacent le territoire des différents pays de cette région. Donc ça, c'est une opération très importante. Alors, donc on peut dire que la France est une puissance militaire majeure. Autre facteur de puissance, on voit ici, la France est un des pays qui dispose de la force de dissuasion nucléaire. Donc la France fait partie des quelques 9 pays au monde qui possèdent l'arme nucléaire, ce qui en fait une puissance importante qui dispose de cette arme de dissuasion. Donc ça, c'est ce qui en fait une puissance nucléaire. Maintenant, on peut apporter quelques nuances. Donc, en effet, le budget de l'armée française est de 41 millions d'euros. Mais si on le compare avec le budget de l'armée américaine, on voit qu'il est très très nettement inférieur. 813 millions de dollars pour le budget de l'armée américaine. Donc on a une armée américaine qui est infiniment plus puissante que l'armée française. Par ailleurs, on a parlé des interventions françaises à l'étranger, mais ces interventions sont parfois contestées. Par exemple, dans le cas de l'opération Barkhane, donc au Mali, il y a une contestation de l'intervention française par une partie de la population et par le gouvernement actuel qui a été élu suite à un coup d'État. On peut voir ici une manifestation anti-française où la France est particulièrement critiquée pour son incapacité à mettre fin au terrorisme au Mali. Et d'ailleurs, l'armée française au Mali a souffert plusieurs fois d'attaques des terroristes et qui ont fait plusieurs morts. Donc c'est une difficulté qui peut mettre une limite à la puissance française dans. Alors, autre élément qui font de la France une grande puissance, c'est une grande puissance politique. Tout d'abord, la France a de nombreux alliés. Donc la France fait partie de l'OTAN et fait partie du commandement intégré de l'OTAN et fait partie de l'Union européenne. La France est également un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Et dans l'Organisation des Nations Unies, elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le Conseil de sécurité, je rappelle que c'est ce conseil, constitué de 15 sièges, qui décide des interventions armées et d'éventuelles sanctions vis-à-vis d'autres pays dans le monde. Donc c'est le principal organe de gouvernement de l'ONU, et c'est celui qui est responsable du maintien de la paix mondiale. Il est organisé de la façon suivante. Il y a 10 membres qui sont élus, renouvelables par 5 sièges, donc ils sont chacun élus pour 2 ans. Donc on voit en ce moment, c'est l'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique et la Norvège. Et il y a 5 membres permanents qui sont parmi les fondateurs de l'ONU, qui sont essentiellement les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis. En tant que tels, ces 5 membres permanents ont un droit que les autres membres n'ont pas, c'est le droit de veto, le droit de s'opposer à toute décision du Conseil de sécurité de l'ONU, même si elle a été votée à la majorité ou à l'unanimité par les autres membres. Pas l'unanimité, mais en tout cas la majorité. Donc ça, c'est une fonction très importante. Là, on voit ici le Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU qui siège. Autre rôle important dans la diplomatie française, le rôle que la France a dans les nombreuses missions de l'ONU, par exemple dans la promotion des droits humains, comme dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort. On peut ajouter à cela la lutte de la France pour les droits des enfants. Donc, par exemple, on peut voir qu'à l'ONU, la France est directement impliquée dans la défense des droits de l'enfant, en favorisant l'adoption de motions pour les droits des enfants et en finançant des actions en collaboration avec l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour les droits des enfants. On peut néanmoins nuancer le rôle de la France diplomatique, on peut toujours nuancer, parce que la France, quand elle est seule, est peu audible. On peut donner par exemple le cas de la tentative de médiation de la France auprès de la Russie pour éviter la guerre en Ukraine, dont on a vu qu'elle a eu aucun effet. Alors évidemment, je pense qu'aucun dirigeant aurait eu un effet ou une capacité d'intervention auprès de Vladimir Poutine, mais malgré tout, c'est un signe qui n'est pas en faveur de la France. Autre chose, la France fait partie de l'Union européenne et l'Union européenne a des difficultés à parler d'une seule voix sur la scène internationale, et ça c'est quelque chose qui fait qu'il y a un manque de cohésion entre la France et parfois ses alliés de l'Union européenne. Alors voyons un autre domaine, le domaine de la puissance économique. Donc dans votre livre, vous avez un texte qui évoque la puissance économique de la France. Donc c'est page 354, le document 1. Donc, dans ce texte, on apprend que la France héberge de nombreuses firmes transnationales, donc des entreprises implantées à travers le monde entier, et qu'il y a 32 firmes transnationales parmi les 500 premières firmes mondiales, plus que l'Allemagne. Donc c'est un pays qui est très bien classé en matière de nombre de firmes transnationales. On voit ici les 10 premières firmes transnationales françaises qui sont dans des secteurs d'activité très variés, donc l'énergie, la banque, les assurances, le luxe, toujours les assurances, le bien-être, la construction. Donc il y a une grande variété d'entreprises et qui se classent bien dans les entreprises mondiales. La France est également bien classée dans les investissements directs étrangers. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises étrangères qui s'installent en France parce que c'est un territoire développé et attractif. Alors néanmoins, le développement de la France ne bénéficie pas à tous les territoires. Il y a des territoires qui connaissent une déprise industrielle. On l'a vu quand on a parlé des espaces productifs. Donc il y a certains territoires comme le nord, l'est et le nord-est, la Lorraine, où on perd de l'emploi, et c'est de l'emploi industriel peu qualifié. De plus, la France est concurrencée pour les investissements directs par des pays qui sont moins développés, en Europe même, où la main-d'œuvre est moins chère et où les conditions fiscales peuvent être également meilleures. Donc beaucoup d'entreprises vont choisir par exemple de s'installer en Europe de l'Est, par exemple en Pologne. Donc c'est un territoire, c'est une grande puissance mondiale, mais qui doit faire face à une concurrence rude à l'échelle du monde et de l'Europe. Alors dernier pôle de la puissance française, c'est ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux, par rapport au hard power qui est le pouvoir de la puissance militaire et politique. Le soft power, c'est
le rayonnement et l'influence culturelle de la France dans le monde. Alors ça, c'est un point fort très important de la France. La France peut d'abord s'appuyer sur un espace, l'espace de la francophonie. Donc la francophonie, c'est l'espace dans le monde où l'on parle le français. Et il y a dans le monde 274 millions de locuteurs francophones qui sont répartis dans de très nombreux pays qui correspondent plus ou moins à l'ancien empire colonial français. Donc en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, mais également dans les Antilles, au Canada, en particulier au Québec, et également à l'espace culturel francophone d'Europe, donc la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Cette francophonie est une francophonie dynamique qui dispose d'universités francophones, par exemple l'université Senghor à Alexandrie. Des auteurs francophones sont connus et primés, par exemple Alain Mabankou, écrivain franco-congolais. On peut également citer Leila Slimani, qui a été récompensée il y a quelques années par le prix Goncourt, qui est une écrivaine marocaine. Pour diffuser la francophonie, il existe des outils de médias, par exemple TV5 Monde, 200 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est la chaîne en général francophone que l'on reçoit toujours à l'étranger. Il y a également RFI, la Radio France Internationale, et une chaîne d'information qui existe en français, mais aussi en anglais, France 24. Donc une francophonie très dynamique. Alors, autre élément de la puissance, enfin du rayonnement culturel français, c'est l'attractivité de sa culture. Donc la gastronomie française, les monuments et les musées sont connus dans le monde entier et sont une référence. Et c'est ce qui fait de la France la première destination touristique mondiale. Il y a 89 millions de visiteurs étrangers en 2019. Donc les chiffres de 2019 sont les plus parlants puisque c'était avant la crise du Covid. Mais c'est intéressant de regarder que même au moment de la crise du Covid, regardez, donc on voit en France, avant le Covid, 2019, 89 millions de tourisme. Mais si on regarde les chiffres de 2020, donc en plein dans la crise du Covid, évidemment, la France perd beaucoup de visiteurs étrangers. Néanmoins, elle reste la première destination touristique mondiale. Alors qu'il y a des pays qui, tout simplement, ne sont plus dans les premières destinations touristiques mondiales. Donc la France se maintient, et c'est en grande partie par l'attractivité qu'exerce sa culture. Alors néanmoins, il faut nuancer ces informations. Donc la culture francophone est certes riche et vivante, mais elle est vivement concurrencée par la culture anglophone, qui est plus influente. Donc on a dit que TV5 Monde, c'était 200 millions de téléspectateurs, mais la BBC, donc chaîne anglophone britannique, c'est 500 millions de téléspectateurs, donc plus de 2 fois plus. Et si on compare avec CNN, chaîne en anglais américaine, c'est 2 milliards de téléspectateurs. Donc on est évidemment dans des chiffres qui n'ont rien à voir. Autre chose, la chaîne France 24 dont je parlais tout à l'heure est une chaîne qui existe en français, mais pour gagner en influence, elle est également diffusée en anglais. Donc c'est intéressant de voir que pour faire entendre une voix française, il vaut quand même mieux parler anglais que français. Autre chose, la France est la première destination touristique mondiale, mais le premier site touristique en France, eh bien c'est tout simplement Disneyland Paris. Donc là je vous montre des chiffres qui sont de 2017, mais la tendance s'est confirmée d'année en année. Hein. On voit que Disneyland Paris est de très loin le premier site touristique français, avec près de 15 millions de visiteurs en une année, suivi du musée du Louvre, qui n'a, entre guillemets, que 8 millions de visiteurs par an. Donc on a ces 100 communes mesures avec le parc Disneyland Paris. Et donc en termes de rayonnement de la culture française, on peut pas dire que Disneyland Paris soit le plus emblématique de la culture française. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la France est bel et bien une puissance mondiale, une puissance militaire, diplomatique, économique, à fort rayonnement culturel, mais que dans chaque domaine, on peut nuancer cette influence en la replaçant par rapport aux autres puissances mondiales, et dire que c'est bien une puissance mondiale, mais que celle-ci reste limitée. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une vidéo sur la place de l'Europe dans le monde. Bonne révision!